Madame, monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre. Ce soir, nous allons parler de l'entrepreneuriat chez les jeunes, un thème que nous abordons alors que la communauté internationale célébrait la semaine mondiale dédiée à cette activité. Chez nous, cet événement est accompagné par l'organisation d'une caravane nationale de l'entrepreneuriat qui sillonne le pays jusqu'au 30 novembre. À l'occasion pour nous d'aborder ce sujet, de faire un bilan aussi sur l'entrepreneuriat chez les jeunes en Algérie. A-t-il un climat des affaires propice au développement de ce segment? Quels sont les mécanismes mis en place par les pouvoirs publics pour la promotion de l'esprit d'entreprendre chez les jeunes? Des questions et bien d'autres auxquelles nous essaierons d'apporter des réponses ce soir avec nos invités. Et il s'agit sans plus tarder de Madame Ben Marsoula Samia. Vous êtes directrice générale de la jeunesse au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonsoir. Également avec nous, Madame Fatiha Rajdi, vous êtes la présidente de Jeune Algérie, Global Entrepreneurship Network. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Bonsoir. Et à vos côtés, Madame Jaider Samira, vous êtes directrice générale de l'ANSEJ, l'Agence nationale de la promotion de l'emploi des jeunes. Merci, bonsoir. Du soutien, bien évidemment. Oui. Merci à vous aussi. Alors, je le disais il y a quelques instants, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, la 7e édition cette année, qui s'est étalée du 13 au 19 novembre, elle est marquée donc par l'organisation d'une caravane nationale de l'entrepreneuriat qui sillonne le pays jusqu'au 30 novembre. Parmi les wilayas visités, Béchar dans le sud-ouest du pays, un compte rendu signé Farah Hamadash. Et on revient juste après. Donner aux jeunes de Tougourt l'envie de créer leur propre entreprise en leur expliquant les différentes démarches administratives et en les mettant en contact direct avec les différents organismes étatiques en charge d'accompagner les auto-entrepreneurs. C'est ce que propose la caravane entrepreneuriale qui poursuit son périple à travers la wilaya de Ouargla et les jeunes semblent séduits. Nous sommes étudiants en master architecture et nous voulons connaître les procédures pour créer notre propre cabinet. Nous sommes de futurs diplômés et nous sommes venus pour nous renseigner sur comment lancer notre propre PME et dans quel domaine investir. Pour répondre à ces interrogations, la caravane entrepreneuriale a mobilisé des représentants de l'ANSEJ, de l'ANGEM, de la CNAC ainsi que plusieurs banques nationales. Pour encourager ces jeunes, la caravane propose aussi une exposition des produits réalisés par de jeunes entrepreneurs qui ont déjà franchi le pas. Même tableau dans la wilaya de Mascara, où la caravane entrepreneuriale a fait une halte au sein de l'université pour aller au plus près des futurs créateurs d'entreprises, des jeunes pleins d'idées, mais qui ne savent pas toujours comment les mettre en forme. Cette caravane est là pour expliquer aux jeunes comment concrétiser leurs idées sur le terrain, car l'entrepreneuriat, c'est de transformer une idée en un projet concret et viable. Cette caravane nationale de l'entrepreneuriat est organisée à l'occasion de la 7e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, un événement international qui vise à informer et à accompagner des jeunes porteurs de projets, une manière de lutter contre le chômage des jeunes et développer l'économie nationale grâce aux PME. Vous l'aurez remarqué, donc c'était l'exemple de Tougourt et Mascara. Concernant Béchar, peut-être que nous y reviendrons plus tard, notamment dans nos éditions et nos journaux télévisés. Alors je commence avec vous, Madame Ben Marsoula Samia, à l'origine de cette initiative, le département que vous représentez, le ministère de la Jeunesse et des Sports, donc une caravane, une première du genre, du moins avec de cette ampleur. Alors comment d'abord est venue l'idée de cette caravane, l'organisation de cette caravane, et pourquoi lui avoir choisi le slogan de défi? Je vous remercie
Si vous permettez, je voudrais, avant de commencer mon intervention, commencer par un proverbe africain qui dit « Si tu donnes à manger à un homme un poisson, il le mangera un jour. Mais si tu lui apprends à pêcher, il en mangera toujours. » Pour ce qui est de la caravane, effectivement, nous, au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, nous avions élaboré un programme parce que en plus de nous occuper, de prendre en charge le jeune dans le domaine du loisir, de la mobilité, nous avons aussi un axe qui s'articule, enfin le programme. On a dans notre programme un axe qui parle de l'accompagnement du jeune dans sa vie socio-professionnelle. Donc, c'est dans nos prérogatives donc d'accompagner le jeune. Et on s'est dit, pourquoi pas aujourd'hui essayer de trouver donc des choses qui pourraient parce que en fait, on a remarqué que le jeune, il y avait une fracture entre le jeune et l'administration. Le jeune a perdu espoir. Comment lui reprendre, le reprendre et lui reprendre cette confiance? Donc, on avait décidé donc de monter, de lancer une caravane. C'est bienvenu parce que Madame Rachdi s'était présentée donc, c'est-à-dire que c'est une amie, Madame Batel Naïma, que je salue, qui nous a fait rencontrer. Et elle avait elle-même un projet. Et donc on s'est dit, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe ailleurs, on se dit comment les pays qui ont une économie stable, qu'est-ce qui a fait qu'elle soit stable? Ils se sont appuyés quelque part sur les petites et moyennes entreprises. Donc on s'est dit, on va, aujourd'hui, on sensibilise le jeune à créer son entreprise, on l'accompagne, mais il y avait un élément qui manquait dans le puzzle, c'était la formation. Donc on s'est rapproché de Madame Rachdi avec ses experts, puisqu'elle est présidente de Jeunes Algérie. On lui a demandé de nous accompagner dans la formation des formateurs. Ces formateurs, nous les avons sélectionnés à partir... Ce sont des cadres de notre département et des jeunes venus aussi des associations, qui activent dans les associations. Ces formateurs, ils sont venus des 48 wilayas et des 10 wilayas, délégués. Et donc, on s'est dit, on va lancer cette caravane. Cette caravane, elle a été initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, mais elle est sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République. On ne peut pas avancer seul. On s'est dit, aujourd'hui, il faut impérativement qu'il y ait une intersectorialité forte et pérenne. Donc, on a fait appel aux secteurs concernés. Donc, le premier secteur qu'on a contacté, c'est bien le secteur du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Et vous me donnez l'occasion de remercier Monsieur le ministre de l'Intérieur et à travers lui, mesdames et messieurs les walis, parce que tout ce travail, il faut aussi savoir qu'il est décentralisé, c'est au niveau des wilayas que tout se passe. Nous avons donc fait appel au ministère du Travail, parce que le ministère du Travail, c'est lui qui a les différents mécanismes d'aide et d'accompagnement des jeunes. Donc l'idée principale, c'est beaucoup plus la proximité avec les jeunes. Donc c'est l'administration qui va vers les jeunes, non pas l'inverse. Ah ben oui, de toute façon, aujourd'hui, il faut se le dire, nous, en tant que responsables, aujourd'hui, ce n'est plus le bureau.
Il faut descendre sur le terrain, surtout parler à ces jeunes, communiquer avec ces jeunes, comprendre ces jeunes et parler surtout leur langage. Et c'est ce qu'on a essayé de faire en sensibilisant ces jeunes à travers cette caravane, parce que cette caravane est partie, on a divisé l'Algérie en 7 zones. On a fait le lancement de la caravane à partir de la wilaya de Batna et ça coïncidait avec la célébration du 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution, et chose qui est importante pour la mémoire. Et donc cette caravane est partie, mais avec des outils. C'est-à-dire que nous avons formé des formateurs qui accompagnaient cette caravane. Nous sommes à 41 wilayas aujourd'hui. Et le jeune, croyez-moi... Sillonné par la caravane. Sillonné par la caravane. On a donc, à travers nos directeurs de la jeunesse et des sports des wilayas, on a donc organisé des salons. Les salons avec nos amis de l'ANSEJ, de la CNAC, de l'ANEM, il y avait la formation professionnelle qui est un secteur très important pour nous parce que la plus grande frange de la population juvénile est issue de la formation professionnelle. Et qui est directement opérationnelle. Ces petites entreprises, c'est parce que comme on se le dit entre nous, ces petites entreprises ont besoin de tout cet accompagnement. Ce n'est pas uniquement. Nous sommes un secteur mobilisateur. Nous gérons des ressources humaines. Justement, laissez-moi continuer dans le sillage de cette idée d'information et de sensibilisation. Je me tourne vers vous, Madame Fatiha Arajdi. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui, le jeune Algérien ne mesure pas l'importance et les opportunités qui s'offrent à lui dans le domaine de l'entrepreneuriat? D'où ce besoin d'informer et de sensibiliser sur les opportunités qui se présentent. Justement, on a beau mettre en place des campagnes d'information et de communication, il faut toujours plus d'information et de communication parce qu'on a toujours plus de jeunes qui sortent des universités, qui sont finissants des centres de formation professionnelle et qui sont à la recherche de dispositifs d'insertion par l'emploi. Souvent, c'est ce que cherche le jeune, comment trouver un emploi à poste durable qui assure un salaire. Et à travers la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, par exemple, qui est une grande célébration des créateurs d'entreprises, des entrepreneurs et de ceux qui créent de la richesse, c'est comment sensibiliser et informer le maximum de personnes, mais surtout les jeunes. Cette année, la caravane de l'entrepreneuriat jeunesse a touché 58 wilayas, ce qui est extraordinaire, impressionnant. C'est-à-dire que c'est la première fois que la célébration de la Semaine mondiale se fait avec un tel impact. 58 wilayas, mais pas que 58 wilayas, puisque... Les 48 plus les 10 wilayas délégués. 48 wilayas. Mais les communes sont toutes ciblées et dans les endroits les plus reculés du pays, c'est-à-dire ce qu'on appelle les communes enclavées. Donc, cette campagne qui va vers le jeune va en fait lui donner l'information et les outils. Bien entendu, ça ne veut pas dire que tous ces jeunes, l'objectif étant de sensibiliser 500 000 jeunes, ce n'est pas tous ces jeunes qui vont devenir entrepreneurs. Mais ce qui est bien à travers une campagne de sensibilisation et un programme de sensibilisation, c'est que les valeurs entrepreneuriales vont être semées, l'envie d'entreprendre va être diffusée. Et c'est aux jeunes, parmi les jeunes donc les plus talentueux, qui vont décider de venir vers l'entrepreneuriat ou pas. C'est-à-dire que concevoir l'idée d'entreprendre n'est pas la même pour les jeunes qui habitent bien sûr les grandes villes et les zones enclavées. C'est cette fracture qu'il faut... Disons que l'information, quand on est dans une grande ville, est disponible. Il y a souvent des événements, il y a des rencontres, il y a des tables rondes, des conférences, des débats dans les universités. Dans les communes et les endroits enclavés, l'information ne circule pas. Il n'y a pas... Parfois, ils ont été surpris. Dans certaines zones, ils ont été surpris. Ils ont découvert les dispositifs sur place. Ils ont découvert les avantages qu'ils pouvaient avoir. Donc, c'est quand même important
de les informer sur ce qui existe et les avantages offerts pour l'État, mais pas que cela. Souvent, on a l'impression que entreprendre, c'est aller vers un dispositif, chercher des financements. Nous disons que non. Et c'est en ça que le partenariat et l'action engagée est intéressante, dans le sens où la formation a été placée au cœur du programme. Et donc, au-delà du fait qu'il faut les sensibiliser, il faut les former, il faut les préparer. Parce que aller vers la création d'entreprises, il faut déjà s'assurer à travers des outils. Que le projet réussisse. Ben oui, il y a la phase de validation de l'idée, qu'on s'assure que notre idée de projet est viable. Ensuite, il y a toute la phase de réalisation du business model qui nous permet de nous assurer de la profitabilité du projet. Et c'est là, c'est après cette phase de validation du projet et de validation de la viabilité et de la profitabilité du projet que le jeune ou le porteur de projet est prêt pour aller chercher le financement. Même si, il faut le savoir, les dispositifs, tous les dispositifs, l'ANGEM, l'ANSEJ, la CNAC, tous ont des dispositifs d'accompagnement, mais ce n'est pas suffisant, je veux dire. Il y a tellement de jeunes qui viennent sur le marché du travail à la recherche d'un emploi, mais ils ne sont pas tous ciblés. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que les dispositifs d'aide à la création d'entreprises ne doivent pas être vraiment considérés comme un dispositif de création d'emploi. L'emploi étant plutôt une conséquence à la création d'une entreprise viable et profitable. Parce que c'est quand l'entreprise est viable qu'elle génère des emplois. Il ne faut pas que l'emploi soit l'objectif premier, même si c'est un objectif forcément d'une politique publique, mais c'est un résultat d'une démarche entrepreneuriale réussie. Abdou, peut-être, c'est pas un glissement sémantique, mais un peu l'appellation de l'ANSEJ, soutien à l'emploi des jeunes, mais qui est tout de même un dispositif impliqué carrément dans la création d'entreprises, d'où votre implication également dans cette semaine de l'entrepreneuriat, Madame Samira Djeddah. Je remercie Algérie Télécom, Canal Algérie pour son invitation. Merci à vous. Avant tout, je veux rappeler les missions de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes. C'est un dispositif qui existe depuis 1997. C'est un dispositif, ça fait 20 ans qu'on est sur le terrain. Toute cette sensibilisation, c'est la mission principale de l'agence. On a créé 58 antennes au niveau de 48 wilayas. Cette création, c'est de ramener ce dispositif vers la population ciblée. Ces dernières années, on est arrivé à créer 170 annexes dans les régions reculées. Pourquoi? C'est de mettre à la disposition de la population jeune des avantages et les aides que ramène ce dispositif. Actuellement, on est arrivé à financer 370 000 micro-entreprises dans les différents secteurs. Il n'y a pas une région du territoire national où on n'a pas une micro-entreprise créée dans le cadre du dispositif ANSEJ. Cette création de 370 000 micro-entreprises, on a pu avoir la création de plus de 885 000 emplois au démarrage de ces micro-entreprises. Actuellement, c'est vrai, au démarrage de ce dispositif, on a constaté, bien sûr, parce que avec les années, on fait des bilans et des analyses des résultats du dispositif. Au démarrage, il y avait beaucoup plus de jeunes, si je peux dire, sans qualification, mais avec des certificats de travail. Actuellement, on est arrivé à avoir 64% des demandeurs de projets issus de la formation professionnelle. Et 28%, c'est des sortants d'université. En 2011, les 64%, le taux était de 16%. Mais est-ce que vous faites un travail de sensibilisation du fait que dans certaines régions reculées, enclavées, les spécificités socioculturelles empêchent une certaine frange de la société, notamment les femmes, à connaître ces différents dispositifs qui peuvent leur permettre de créer leur propre entreprise? Bien sûr. Déjà, la mission principale de l'ANSEJ, c'est on intervient avant la création de la micro-entreprise. C'est la sensibilisation. La mission, c'est la sensibilisation et mettre à la disposition des jeunes les avantages et les financements qu'accorde ce dispositif. Cette sensibilisation, on l'a fait à travers les portes ouvertes et les journées portes ouvertes et aussi des séminaires dans
on sensibilise les jeunes d'aller vers l'entrepreneuriat. Et au cours de ces sessions de formation et de sensibilisation, on constate réellement qu'il y a des jeunes au fond d'eux, ils ne savent pas qu'ils ont cette opportunité d'entreprendre. À travers ces sessions de sensibilisation, ils ont le déclic. Ils découvrent réellement c'est des entrepreneurs et qu'ils peuvent aller vers la création d'activités. À travers cette création d'activités, ils participent aussi au développement local et aussi au développement de l'économie nationale. Donc on retiendra, Madame Ben Marsoula, entre autres, que les opportunités sont là, mais on ignore les différents dispositifs qu'offrent donc les pouvoirs publics. Oui, que faut-il faire justement? Effectivement, la première des choses à faire, c'est qu'on vous avez constaté sur le terrain. Oui, c'est qu'on apprenne à travailler en intersectorialité. On est condamné à travailler en intersectorialité. Beaucoup de choses se font, mais nous avançons en rangs divisés. C'est-à-dire que moi, il a fallu que je me rapproche à travers cette caravane. Elle m'a permis de me retrouver autour d'une table avec d'autres secteurs aussi impliqués dans cette opération que notre secteur. Je ne savais pas que l'ANSEJ avait toutes ces choses-là, toutes ces informations que Madame vient de donner. Il a fallu qu'on se rapproche et qu'on lie une amitié pour que je sache ce qui se fait à l'ANSEJ. Alors, or que nous sommes le premier secteur, nous sommes le point focal, puisque nous nous occupons de la jeunesse. Nous sommes et je le répète parce que c'est une vérité, nous sommes les mobilisateurs parce que nous travaillons directement avec les associations qui sont nos principaux partenaires et donc il faut impérativement que l'on et je le répète parce que c'est important. C'est la première fois et c'est bien qu'on ait insufflé cette dynamique aujourd'hui et que tout le monde s'intéresse comme ça à cette problématique qui est vitale pour l'avenir du jeune. Il faudrait aujourd'hui qu'il s'implique pleinement dans l'essor de l'économie de son pays, qui est un volet important aujourd'hui dans la conjoncture que l'on vit aujourd'hui. Donc, moi, cette caravane, nous sommes en train donc de la faire. Moi, je suis partie dans une ville, une wilaya du sud, où une jeune fille m'a interpellée pour me dire eh ben, je suis contente parce qu'aujourd'hui, je ne connaissais pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas informée, mais elle ne pensait pas pouvoir accéder à ces aides. Et c'est une biologiste qui aujourd'hui est toute contente après le passage de la caravane. Elle ambitionne d'ouvrir un laboratoire d'analyse médicale. Et elle nous disait qu'il fallait qu'il fasse des kilomètres et des kilomètres pour aller faire des analyses médicales. Donc, il y a véritablement un engouement des jeunes à comprendre l'objectif de cette caravane. Et donc, le jeune, il reprend confiance. On était hier à Ouargla. Que le jeune a cette peur de l'administration, qu'on dit bureaucrate, qu'on dit aussi souffrant de problèmes de corruption. Aujourd'hui, il est important de rendre cette confiance, mais comment le faire ? Ah ben, comment rendre cette confiance? Justement, nous, au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, sur instruction de Monsieur le ministre, nous allons ouvrir des espaces de l'entrepreneuriat au niveau des maisons de jeunes. Parce qu'en fait, les infrastructures jeunesse, c'est ces infrastructures qui devraient être ouvertes et où on retrouvera tous ces mécanismes. Nous allons travailler en intersectorialité ensemble avec c'est eux les outils principaux, parce que nous sommes des sensibilisateurs, on sensibilise, on accompagne, on a fait appel aux experts pour former ce jeune-là. Aujourd'hui, quand vous l'accompagnez, et je voudrais bannir un terme, c'est l'assistanat.
parce que ce n'est pas du tout cet assistanat. Il faut le bannir. Parce que nous sensibilisons, nous formons, nous accompagnons de jeunes. Et aujourd'hui, et ça, c'est une politique qui est prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, ouvrir aujourd'hui le public, privé, on doit travailler ensemble. Donc, aujourd'hui, les sponsors de cette émission, de cette caravane, ce sont des privés, ce sont le forum des chefs d'entreprise que je remercie, le groupe Tahkout, le groupe Global Algérie, ces gens-là, quand le jeune, il arrive à monter son entreprise, nous avons signé ensemble, Madame est là, à Batna, avec le groupe Global Algérie, qui est versé dans l'industrie de l'automobile. Il nous offre 1000 projets en sous-traitance pour 1000 jeunes. Vous vous rendez compte, 1000 jeunes qui seront donc formés, qui vont amener d'autres jeunes qui vont travailler dans leur entreprise par la formation professionnelle et avec les mécanismes d'aide, ils nous offrent à durée indéterminée. Ça veut dire le jeune va avoir des marchés quand il monte son entreprise. Donc, psychologiquement, il est tranquille parce qu'il sait qu'il va... C'est un projet qui va réussir. Non, qui va... c'est-à-dire payer ses dettes. Et donc, il revient vers la maison de jeunes pour parrainer un autre jeune et de là, former le réseau des jeunes entrepreneurs. Et justement, Madame Rachdi, dans quelle mesure peut-on considérer que l'entrepreneuriat, chez les jeunes notamment, peut résoudre le problème du chômage? Alors, d'abord, l'approche entrepreneuriat, entrepreneuriat jeunesse, comme vous le dites, il faut absolument qu'elle soit abordée de façon globale. Il y a une démarche d'employabilité du jeune à prendre en charge, et je pense que le dispositif ANEM le fait bien. Et j'ai bien vu qu'il y avait même des agences privées qui sont agréées maintenant et qui font partie du réseau de prise en charge de l'employabilité des jeunes. Ça, c'est le premier volet. Mais le deuxième volet, le volet de l'entrepreneuriat, ce qu'on apprend aux jeunes et aux moins jeunes, tous ceux qui veulent entreprendre, n'allez pas vers des marchés saturés. Avant d'aller vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale, essayez de vous assurer que le marché existe, que votre idée est réellement profitable et viable. Et c'est toute ces techniques et ces outils que nous diffusons largement auprès de la population des porteurs de projets et des futurs entrepreneurs qui fait que la réussite sera au rendez-vous et qu'on peut réellement considérer que l'entrepreneuriat pourra développer, donc participer à la croissance et être réellement moteur de la croissance. Ce n'est pas en disant venez, il y a des dispositifs, vous pouvez aborder les financements, avoir des financements, c'est facile, c'est accessible. C'est pas ça ce qui est dit. Les dispositifs de financement, qu'ils fassent de l'accompagnement, c'est excellent, c'est très bien, mais la formation à l'entrepreneuriat doit démarrer très tôt. Vous savez que dans les pays développés, on apprend à l'enfant à entreprendre. On lui apprend ce qu'est une entreprise très jeune. C'est dans le système éducatif que l'entrepreneuriat est enseigné. Pourquoi est-ce que c'est dans le système éducatif? Parce qu'il y a des valeurs de l'entrepreneuriat qui sont des valeurs sûres. C'est tout ce qui est prise de risque, sens des responsabilités. Elle a bien dit, on lutte contre l'assistanat, on ne veut pas de l'assistanat. Mais ça s'enseigne. On apprend aux jeunes à avoir du sens de responsabilité. Est-ce que en filigrane, vous proposez donc qu'on revoie les politiques publiques en matière de dispositifs d'aide à l'entrepreneuriat ou à l'emploi des jeunes? Moi, je dis qu'on a de très bons dispositifs d'aide à la création d'entreprises. J'ai souvent dit que je participe à des congrès mondiaux de l'entrepreneuriat qui se passent chaque année dans un pays le mois de mars, d'ailleurs après la semaine mondiale, pour évaluer nos résultats de la semaine mondiale. Et dans le cadre de ces congrès, d'ailleurs, l'Algérie est primée. Et je me rends compte que nous avons l'un des meilleurs dispositifs parce que les jeunes peuvent aller vers les dispositifs de financement. Mais ce qui manque,
c'est toute la démarche amont, c'est toute la démarche préparation. C'est comment intervenir dans le changement de mindset pour lutter contre l'assistanat. C'est des choses qui ne se décrètent pas, c'est des choses c'est une culture à introduire. C'est tout cet esprit entrepreneurial qu'il faut diffuser très jeune et au fur et à mesure. Et quand le jeune arrive à l'université, et c'est vrai qu'en ce moment, au sein des universités, il y a des modules entrepreneuriat, il y a même des filières master entrepreneuriat qui sont lancées, tout ça fait que l'esprit entrepreneurial est en train d'être diffusé, qu'on donne les outils, mais ce n'est pas suffisant. Permettez-moi de vous poser une dernière question. Si on doit justement définir cet assistanat en matière d'entrepreneuriat, c'est quoi en Algérie? Alors, écoutez, moi, ce que je pense, c'est que dans notre pays, on n'évalue pas l'impact des politiques publiques. Il n'y a pas suffisamment d'études qui nous permettent d'évaluer sur le terrain l'impact des politiques publiques et donc l'impact des dispositifs, qui est certes très positif, puisqu'il y a des entreprises viables qui existent, il y a de la création de richesses, il a annoncé un nombre de PME extraordinaire qui a été créé grâce au dispositif. Donc, il y a un résultat. Mais ce serait bien de pouvoir évaluer l'impact dans ces détails et de savoir comment améliorer les politiques publiques pour que l'impact soit encore plus efficace, pour qu'on puisse avoir plus d'entreprises profitables, pour que les entreprises créent plus de richesses et pour qu'on sorte un peu de cet esprit rentier qui est un peu généralisé, on va dire. Est-ce que vous faites, donc, je pose directement la question à Madame Djaider, est-ce que vous faites justement une évaluation de votre politique? Je parle bien évidemment celle de l'ANSEJ. Bien sûr, sinon si on ne fait pas d'évaluation par rapport... Est-ce que tous les projets que finance l'ANSEJ sont rentables pour l'économie nationale? Bien sûr, c'est des projets. Moi, je donne un taux de réussite de 90% de réussite. On n'a que presque 10% de micro-entreprises qui sont passées à l'indemnisation, parce qu'ils n'ont pas pu garder leur activité sur le terrain. Et c'est un taux vraiment très, très encourageant. C'est pas réellement, c'est pas un échec, parce que même la micro-entreprise, le jeune qui va vers l'entrepreneuriat, même s'il ne réussit pas dans son activité, ce n'est pas un échec. Pour nous, c'est une réussite, parce que le fait qu'il a osé d'aller vers l'entrepreneuriat, déjà c'est un courage. C'est très important et c'est une expérience qu'il a acquis. Ça coûte quand même de l'argent au trésor public. Sincèrement, si on comptabilise le coût moyen d'une micro-entreprise, il représente presque rien du tout, sincèrement. Hein. Parce que c'est des petits projets et la majorité des projets, surtout au démarrage du dispositif, c'était des petits projets qui ne dépassent pas 2 millions de dinars. On a des projets moins de 1 million de dinars. Et ils ont pu rester sur le terrain, exercer leur activité et aller même vers l'extension de leur projet. Aussi, je voulais rappeler que l'ANSEJ, ces dernières années, elle a travaillé sur l'entrepreneuriat au sein des universités, à travers la création des maisons d'entrepreneuriat. Pourquoi on a choisi de créer ces maisons d'entrepreneuriat au sein des universités? C'est de rapprocher le dispositif des universitaires. Ça veut dire, avant d'avoir le diplôme de fin d'études au sein de l'université, le jeune déjà, il est situé d'aller vers la création d'activités. Il a déjà l'idée mûrie dans sa tête pour la réaliser à travers le dispositif ANSEJ. Et c'est à travers ces maisons d'entrepreneuriat qu'on a pu ramener le taux de 7% en 2011 à 28% ces dernières années. Ça veut dire c'est un résultat très encourageant et on travaille toujours sur la même démarche. Aussi, on n'oublie pas l'autre catégorie qui est les sortants de la formation professionnelle. Au cours de toute l'année, on fait des portes ouvertes au sein des centres de formation pour sensibiliser ces jeunes-là d'aller vers l'entrepreneuriat et de l'existence de ce dispositif. Moi, je trouve, et ces travaux de sensibilisation que fait l'ANSEJ à travers ses annexes et ses antennes au niveau local, qu'on a pu réaliser ces taux. 64% des sortants de la formation professionnelle, ils sont venus vers le dispositif et ils ont créé leur projet. C'est un taux très encourageant et on va aller toujours dans la même démarche. Alors, un des points importants donc, dans la réussite des différents projets entrepreneuriaux, c'est celui d'identifier les priorités. Je présume que
Vous, à travers toutes les wilayas que vous avez visitées, vous avez un aperçu sur les priorités qu'il faut prendre en charge pour faire aboutir donc les projets. Justement, nous, au niveau des maisons de jeunes, il faudrait savoir aussi que parfois, si les jeunes n'ont pas réussi, c'est parce qu'ils montent des projets qui ne sont pas utiles à leur région. Aujourd'hui, avec les autres secteurs concernés, c'est-à-dire le secteur de l'agriculture, qui est une priorité, le secteur du tourisme, le secteur de l'industrie, au niveau des maisons de jeunes, on va élaborer un listing des opportunités qui s'offrent, mais selon les spécificités de la région. Aujourd'hui, moi je reviens de Ouargla, ce que rengorge la terre de cette ville, de cette wilaya, et c'est pas le Grand Sud, le Sud, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire là-bas. On a visité une unité de production de la crevette. On a visité une huilerie, le goût de cette huile, et c'est des oliviers qui poussent là-bas, qui ont poussé là-bas. Donc, aujourd'hui, ce qui serait utile, et puis le ministère de l'Intérieur, les Walis nous ont annoncé qu'il y a eu une instruction qui a été donnée, c'est carrément l'ouverture de zones industrielles pour ces micro-entreprises. C'est-à-dire que le jeune va avoir une parcelle de 1000 mètres carrés, 1500 mètres carrés pour monter son entreprise. Il faudrait faire justement des zones à thème. Le grand, parce qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ça s'applique ici. C'est des grandes, par exemple, des grandes exploitations agricoles tout autour. C'est des petites entreprises. Il y a des mini-laiteries. Il faudrait décentraliser des villages. Pourquoi aller jusqu'à la capitale pour acheter du fromage alors que le jeune peut avoir une espèce, comme ça se fait ailleurs, en Italie, une espèce de caravane, de caravane où il peut à l'intérieur produire le fromage. L'autre, c'est celui qui fait l'emballage et celui qui fait le transport. Donc faire la promotion du produit des terroirs. Non, pas uniquement les produits du terroir. À Batna, demain, Kia va ouvrir une usine, c'est Global Algérie, celui qui nous offre les 1000 opportunités pour les jeunes. C'est celui qui fait le sigle Kia, une entreprise, celui qui fait les boulons. Et on crée des zones à thème. Et c'est ça. Maintenant, le jeune, parce que quand le jeune monte son entreprise, il y a, je crois, des normes à respecter de jeunes... des conditions d'éligibilité. Je crois que c'est 6 employés par... c'est ça? Non, il n'y a pas la condition de 5, 6, une moyenne de 5. Imaginez ce que ça fait. Et ces jeunes-là, ils vont aller chercher de la formation professionnelle. Hier, Monsieur le ministre de la formation professionnelle a annoncé qu'ils allaient diriger les filières et les spécialités selon les opportunités qui s'offrent aujourd'hui aux jeunes, donc dans le domaine de l'industrie, dans le domaine... C'est ça l'intersectorialité. C'est celle que je plaiderai pour cette intersectorialité jusqu'au bout, parce que c'est ça qui va nous sortir. Maintenant, le jeune qui n'est pas, comme l'a si bien dit Madame Rachdi, ce n'est pas tous les jeunes. Nous, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est vrai que le jeune participe, mais il y a dans notre sensibilisation, c'est les jeunes non structurés aussi, qu'on attire vers nous, à qui on dit à ce jeune, tu peux pas être entrepreneur, mais il y a d'autres solutions pour toi. Ce n'est pas l'assistanat, mais tu dois... Toi, vous savez, il faut enlever aussi le complexe, parce que aujourd'hui, le jeune, quand on lui dit maçon, pour lui, non, c'est pas un métier noble qui... Mais non, on a même dit il faut changer juste les dénominations, mais expliquer aux jeunes que chacun
a une place et chacun doit s'impliquer parce que c'est ça, c'est notre pays. Et justement, est-ce qu'on a identifié, entre autres missions de la caravane que vous avez initiée, est-ce qu'on a identifié les obstacles auxquels sont confrontés les jeunes entrepreneurs? Oui, effectivement, il y a des entrepreneurs qui vous disent qu'ils ont des obstacles, mais l'obstacle le plus dur qu'ils n'arrivent pas à surmonter, c'est celui du travail. Parce que le jeune, il monte son entreprise, mais après, c'est-à-dire que l'offre est là, mais elle n'est pas pour lui. On lui demande une expérience, on lui demande, c'est pas évident qu'on lui donne du travail, et c'est ça. Alors qu'il y a eu une instruction où chaque entreprise doit prendre 20%. Il y a la commande publique, il y a 20% de la commande publique qui est réservée à la micro-entreprise, mais créée elle dans le n'est pas cadre de souvent différents... appliquée. Non, au début... Parce qu'on dit aux jeunes, tu n'as pas d'expérience. Non, ils ont enlevé le problème de l'expérience actuellement. C'est vrai, au démarrage, c'était une difficulté d'appliquer cette loi parce que, généralement, on a peur des marchés publics. C'est ça la contrainte réellement. Il n'y a pas eu une volonté d'appliquer le texte. Mais, actuellement, il y a plus de 8000 micro-entreprises qui ont bénéficié de la commande publique, des 20% de la commande publique. Et c'est très important. Et ce bénéfice, il ne l'a pas eu comme ça. C'est à travers le travail des walis que je remercie. Ah ben heureusement. Que je remercie par rapport à ça. C'est le travail des walis au niveau de leur wilaya. Ils ont fait le maximum pour faire bénéficier la micro-entreprise des 20% de la commande publique. Et actuellement, le texte elle n'est pas appliquée entièrement. C'est sûr. Vous m'avez parlé de blocage. C'est là où réside le blocage. Parce qu'après, nous, on a accompagné. Vous avez donné l'aide qu'il fallait. Mais si le jeune, il monte son entreprise et qu'il ne trouve pas de preneur, c'est comme ça qu'il met la clé sous le paillasson. Des fois, le problème, c'est pas dans l'attribution des 20% de la commande publique. C'est l'ignorance de l'existence de ce texte par rapport aux micro-entreprises. Nous, à l'ANSEJ, on a pu former des jeunes sur ce décret. Qu'est-ce qu'il ramène ? Elle vous parle de la non-application d'un texte qui existe dans la loi algérienne par les autorités publiques et locales. Il y a aussi la contrainte par rapport aux jeunes. Quand il n'a pas une connaissance, comment remplir un cahier de charges, comment soumissionner. C'est notre rôle. C'est ça et actuellement, à l'ANSEJ, on fait des formations dans ce sens pour aider le jeune à lui donner le maximum d'informations pour pouvoir soumissionner dans les normes, parce que le texte, il est clair, il y a des conditions pour avoir ces 20% de la commande publique. Et c'est le travail aussi des agences au niveau local. Il y a aussi la proximité, il y a aussi le travail de formation que l'ANSEJ offre aux jeunes demandeurs de création de micro-entreprises. Avant de financer un projet, tous les jeunes qui viennent vers le dispositif ANSEJ sont formés sur les techniques de gestion. Et c'est des formateurs de l'ANSEJ qui ont subi la formation à travers le Bureau international du travail, avec des normes. Et actuellement, il n'y a pas un promoteur qui vient vers le dispositif ANSEJ et qui ne bénéficie pas de cette formation. Ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'il faudrait conjuguer nos efforts pour pouvoir... parce que moi je suis une femme de terrain. Et sur le terrain, c'est vrai qu'il y a tout ça, mais il y a des obstacles. C'est pour ça que quand on conjuguera nos efforts, ces jeunes-là comprendront ce que vous venez de dire. Et c'est une très bonne chose. Comme ça, on lève tous ces obstacles. Et ce jeune reprend confiance. Et il se dit, oui, je vais entreprendre. Et vous savez, aussi bien que moi que les jeunes pensaient que l'ANSEJ, il donne qu'à une certaine catégorie. On ne peut pas avoir 370 000 micro-entreprises
pour c'est certaines faux. catégories. Or, c'est faux. C'est pas possible. Absolument. Le chiffre de 370 000 micro-entreprises, ça énorme. représente, c'est énorme. Ça Oui. veut dire qu'on a touché à toutes les catégories, à toutes les régions. Moi, j'aimerais aborder une question qui me semble très très importante. C'est celle du fait que les programmes de formation à l'entrepreneuriat apprennent à l'entrepreneur à évaluer son marché avant d'aller entreprendre. Ça, c'est le premier élément clé qu'il apprend dans sa démarche. Et s'il apprend à évaluer son marché, à connaître ses clients, à s'assurer que le marché existe avant d'y aller, déjà, on a un certain nombre d'échecs qui est, le nombre d'échecs qui est réduit. La deuxième chose, c'est que ce qui manque chez nous, c'est toute la phase d'accompagnement post-création. Et les dispositifs, malgré tout ce qu'ils peuvent dire et faire, ce n'est pas suffisant. Il y a les incubateurs, les accélérateurs, tous ces dispositifs d'accompagnement pas considérés et imaginés comme une administration. On a souvent fait cette confusion dans le sens où incuber et accélérer, on a l'impression qu'il faut juste un administratif, une administration avec de la gestion. Il faut des experts, il faut des mentors, il faut des coachs, il faut des accompagnateurs. Et toute la phase de la création jusqu'à la 3e année de l'entreprise, elle est fragile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'échecs. Et je rejoins madame quand elle dit que l'échec fait partie du succès et fait partie de la réussite. C'est-à-dire que souvent, par exemple, dans les pays développés, notamment aux États-Unis, quand quelqu'un vient voir un investisseur pour avoir un financement, et quand il dit « j'ai fait un échec », et quelqu'un qui vient et qui crée ex nihilo, on prendrait celui qui vient qui a fait un échec. Parce qu'un échec en soi, c'est une expérience. Ça veut dire qu'on a fait un parcours complet et on connaît ce que c'est que le parcours entrepreneurial. C'est dans notre programme de reprendre ces jeunes. Tout à fait. Et donc l'accompagnement, la formation post-création. Et comment font les pays qui ont réussi en matière d'entrepreneuriat dans le volet formation? Ben, dans le volet formation... Ça a un coût quand même. Tout à fait. Ça a un coût. Des centaines de milliers d'entrepreneurs. Et si vous voulez, nous, dans nos dispositifs, et je le dis et je le répète, qui sont excellents, d'abord, ils ne sont pas suffisants dans le sens il faut diversifier les sources de financement. Dans les autres pays, vous avez les financements de proximité. Nous, en Algérie, par exemple, on a le microcrédit Langem, qui est un dispositif extraordinaire, mais le financement participatif n'existe pas, les sociétés à capital risque n'existent pas, les venture capital, on a le Jazair Istithmar, c'est vrai, mais en fait, souvent, la start-up, on prend l'exemple de la start-up, c'est une entreprise à fort risque. C'est-à-dire c'est une entreprise où on va pas vraiment, une banque ne va pas miser. Souvent, on ne mise pas dans une start-up. Qui doit miser dans une start-up? C'est en fait des sociétés, des venture capital, ce qu'on appelle des venture capital, des sociétés de financement de start-up, notamment des start-up à haute technologie où il y a le marché n'est pas vraiment évident et il y a toute la phase de pré-prototypage et de prototypage qu'il faut financer. Tous ces dispositifs, d'ailleurs il y a un fonds qui a été créé par le ministère de l'Industrie pour financer la phase d'amorçage. Toutes ces phases d'amorçage et de pré-amorçage qui nécessitent d'être financées et les dispositifs actuels ne le permettent pas. Peut-être l'Envredette le fait. Il y a un manque de dispositifs de financement en Algérie. Est-ce qu'on a, si on peut résumer un peu vos propos? Comment? Il y a un manque de financement des projets ou manque de dispositifs de financement? Il y a un manque de dispositifs pour certains types de projets, notamment les projets technologiques. Moi, je rejoins pas l'idée de Madame Rachidi, parce qu'au niveau du dispositif ONSEJ, si je vois les statistiques de DIC, en 2011, on était à 1%. Actuellement, on est à 8%. Ça veut dire même les banques étatiques accompagnent ces startups. Oui. Et on est sur la démarche d'encourager les jeunes d'aller vers la start-up. C'est un domaine qu'on donne beaucoup d'importance et qu'on fait un accompagnement spécifique par rapport à la start-up parce que ça nécessite le financement dans un délai très court et les banques étatiques financent la start-up comme elles financent les autres projets. On n'a aucun problème avec la start-up algérienne.
Moi, les statistiques que j'ai à mon niveau, les statistiques que j'ai à mon niveau, je vous dis, en 2011, on était à 1%, actuellement, on est à 8%. Ces données statistiques que je donne à fur et à mesure, c'est des données du terrain. Ça veut dire c'est le travail de proximité et de sensibilisation qui a ramené ces secteurs d'aller de 1 à 2% à 8%. Et on arrivera à augmenter ces pourcentages dans les années qui viennent. Je vous donne aussi, déjà l'ANSEJ, elle est toujours vue comme dispositif qui finance que le domaine du transport. C'est vrai, en 2011, on a répondu à une demande des jeunes par rapport à l'activité de transport, où il y avait réellement un besoin ressenti du terrain. Mais actuellement, le premier secteur, c'est l'agriculture. Oui. On est à 30%. Il était en 2011 à 9%. On l'a ramené à 30%. Et cet avancement, il n'est pas venu comme ça. C'est le travail du terrain, de la sensibilisation, de ramener les jeunes vers les secteurs porteurs. L'ANSEJ, elle fait toujours un travail de proximité, elle fait toujours un travail du terrain pour sensibiliser les jeunes, pour détecter les projets au niveau local. Ce qui est valable pour wilaya X, il n'est pas valable pour une autre wilaya. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à créer des comités de sélection dans chaque wilaya. Pourquoi la création de ces comités où les banques, les 5 banques étatiques, ils sont membres? La création de ces comités, c'est pour valider le projet. C'est par rapport au développement local. C'est un besoin de la locale. Ça veut dire, si je peux financer... Il faut reposer uniquement peut-être l'idée de Mme Fatiha Raji. Est-ce qu'il faut reposer uniquement sur le financement des banques? Pourquoi ne pas créer d'autres mécanismes? Il y a le financement, dans le cadre du dispositif ANSEJ, on a 2 modes de financement. En l'absence de marché financier, on a 2 modes de financement. Il y a le financement triangulaire, il y a la participation du jeune, il y a le PNR ANSEJ, il y a aussi le crédit bancaire qui est bonifié à 100%. Et le prêt ANSEJ, il est bonifié, c'est un prêt non rémunéré, sans intérêt. Il y a le deuxième mode de financement qui est le financement mixte. Il n'y a pas la participation de la banque. Il y a le prêt ANSEJ et la quote-part du jeune entrepreneur. Et le jeune a le choix d'aller vers un des 2 modes de financement. Oui. Ça veut dire qu'il y a une diversité dans la création d'activités, il y a dans le mode de financement, c'est au choix du promoteur et de faire un travail sur le jeune, d'aller vers l'entrepreneuriat. Moi, j'aimerais juste apporter... Allez-y, avant de redonner la parole. C'est juste pour dire que l'ANSEJ apporte un soutien et un appui et un financement des entreprises et de certains start-up. Sur ça, il n'y a rien à dire. Seulement, moi je connais par exemple des start-up dans l'intelligence artificielle qui n'ont pas pu se faire financer. Pourquoi non? Le dispositif, il n'y a aucun problème, on peut les prendre en charge. Elles sont venues pour faire les dispositifs et on n'a pas, c'est-à-dire quand elles ont mis dans le projet toute l'activité immatérielle qui est celle de réaliser l'application, elles n'ont pas pu, et c'est des filles d'ailleurs, c'est des femmes que j'ai mentorées qui n'ont pas pu avoir de financement. Donc tout ce qui est société d'investissement, c'est un complément. Ça ne veut pas dire, l'ANSEJ ne pourra pas financer toutes les entreprises qui vont exister. Tout ce qui est entreprise à fort potentiel, avec beaucoup d'innovation et beaucoup de technologie, peuvent trouver des financements dans les venture capital. Et ça se fait. Il y a des investisseurs qui assistent. Mais s'il y a des dispositifs qui donnent des avantages, pourquoi pas aller vers les dispositifs de l'État? Bien sûr. Il y a des investisseurs qui assistent à des rencontres où les jeunes présentent dans des compétitions leur projet, lui dit ton projet me plaît, je viens, j'investis dans ton projet. Revient parrainer notre jeune. Et l'avantage, c'est qu'il va le mentorer. C'est-à-dire l'avantage d'un investisseur qui prend des parts dans la société, c'est qu'au-delà de l'argent, qui est peut-être secondaire, ils peuvent même l'emmener à l'ANSEJ, prendre le financement, mais être dans l'entreprise va lui permettre de le mentorer, de le soutenir, de le parrainer, comme vous le dites. Et donc, ça maximisera les chances de succès. Et brièvement, il ne nous reste pas beaucoup de temps, Madame Samia Ben Morsoula. Donc, pour résumer un peu ce qui reste des derniers jours de la caravane, je crois 15 jours. Non, jusqu'au 30. Nous sommes le 20, donc 10 jours. Nous avons juste arrêté la caravane pour permettre aux gens d'aller voter. Et donc, on reprend à partir du 24. Le lendemain, à partir du 25, on est arrivé à 41 wilayas.
Et aujourd'hui, elle est sur Médéa, Mostaganem, cette région, Mostaganem, Mascara, Constantine, Béchar, Tougourt, et la caravane arrive, Inch'Allah, demain matin sur Tindouf. Vous voyez qu'on a touché. Et dans le sud, elle reste 5-6 jours parce que vous avez vu, entre une commune et une autre, c'est des kilomètres et des kilomètres. Donc, je pense que l'objectif est en train d'être atteint. Nous avons pu, en intersectorialité, encore une fois, et c'est ce qui va nous faire gagner et du temps et récupérer nos jeunes. Nous avons, aujourd'hui, ils sont bien informés, il y a un engouement terrible, il y a un impact. Nous-mêmes, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait ceci. Nous avons donc les comptes rendus des DJS, c'est magnifique. Quand vous voyez que des jeunes, aussi bien les jeunes sortis des universités, que les jeunes sortis de la formation professionnelle, et encore des jeunes qui ne sont pas du tout structurés, qui étaient complètement perdus, désespérés. Et aujourd'hui, c'est une des solutions pour récupérer nos jeunes du marasme dans lequel ils vivent et dans lequel on a voulu les mettre. Merci, voilà. Madame Samia Ben Morsoula, pour tous ces messages. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la jeunesse au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports. Merci donc pour votre participation. Merci à vous également, Madame Fatiha Rajdi. Je rappelle que vous êtes présidente de GEN Algérie, Global Entrepreneurship Network. Donc pour votre participation, et merci à vous également, Madame Jaider Semira, vous êtes directrice générale de l'ONCEJ. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis, en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau débat de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée.